Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur NB Patrimoine Historique avec aujourd'hui un nouveau format de vidéo, in situ. Vous l'avez compris, je vous emmène sur le terrain. C'est parti! Et voilà, nous sommes arrivés. Si vous suivez déjà la chaîne, vous aurez reconnu derrière moi l'église Saint-Sauveur de Sahur, en bord de Seine, tout près de Rouen. Si je vous ai amené ici aujourd'hui, c'est pour découvrir avec vous la suite de l'histoire. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines maintenant, je vous avais présenté en détail l'histoire de cette église et des seigneurs de Sahur qui l'ont fondée et construite. C'était à l'occasion des Journées du patrimoine 2020, lors d'une conférence où je présentais le résultat et les conclusions de plus d'un an de recherche historique. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder cette conférence, ou si vous l'avez oubliée, je vous invite dès maintenant à aller la regarder, ça se passe juste ici. Ça y est, vous avez regardé les 2 heures de vidéo? Non, peut-être pas. Alors laissez-moi vous résumer, après les découvertes historiques que j'ai pu faire, les quelques questions qu'il reste encore à traiter pour bien connaître cet édifice. Après avoir démontré que cette église avait toujours été une église paroissiale depuis sa fondation et sa construction par les seigneurs de Sahur, qui avaient des droits seigneuriaux sur l'église et la paroisse, avec notamment cette première construction romane, voire pré-romane, avec ce chœur et son abside, puis la nef, j'avais surtout pu démontrer la datation des 2 travées gothiques de la nef. En effet, grâce à ce vitrail déposé, découvert dans une caisse dans la sacristie et qui comportait des armoiries, même s'il manquait la partie inférieure de ces armoiries, cela a permis la datation de cette partie de l'église. Je m'étais donc lancé, vous vous en souvenez, dans une véritable enquête à travers les archives pour identifier le propriétaire de ces armoiries, qui n'était autre qu'un certain Jean Euzé, le constructeur de ces 2 travées gothiques. Ce même Jean Euzé avait été mêlé à un procès en 1525 concernant précisément le droit de faire apposer ces armoiries dans l'église de Sahur, et grâce à ce procès, nous avions une date intéressante. J'avais ensuite proposé une comparaison de ces 2 travées gothiques avec la chapelle de Marbeuf, qui se trouve elle aussi à Sahur et qui est bien datée vers 1520. Nous avons donc là une datation tout à fait cohérente et ferme. Malheureusement, il n'existe pas toujours, ou plus toujours, d'archives pour tous les sujets, toutes les questions auxquelles nous nous intéressons, nous, aujourd'hui. Et c'est particulièrement le cas pour les parties anciennes, romanes ou pré-romanes, de cette église. Malgré tout, poursuivant mon travail d'historien de l'architecture, j'avais pu proposer une comparaison sur une base stylistique, une histoire des formes, de l'abside, du chevet de cette église que vous voyez juste derrière moi, avec l'église Saint-Paul de Rouen, qui fait partie de la même ère culturelle et géographique à l'époque, et qui est bien datée du tout début du XIe siècle. Puisqu'il s'agit d'un projet de restauration, il est indispensable de très bien connaître le bâtiment, d'abord dans sa chronologie, les différentes phases de construction de chaque partie, mais aussi jusque dans sa matérialité même, l'étude de ses matériaux et de son environnement, notamment de son sous-sol. Il reste donc un certain nombre de questions auxquelles nous avons encore besoin de répondre. La première d'entre elles, c'est la chronologie générale de ce bâtiment. À quelle date ont été construites les différentes parties et quelles sont les restaurations qu'elles ont subies? En complément des recherches historiques et pour nourrir le travail de diagnostic de l'architecte, il est donc important de bien se pencher sur cette question-là et notamment de parvenir à dater le chœur et la nef romane. Il y a 3 autres questions principales qui se posent et dont les réponses pourraient bien se trouver sous nos pieds. Deuxième question donc, après la chronologie générale du bâtiment, une question qui concerne aussi la chronologie du bâtiment et qui concerne plus particulièrement l'articulation entre les parties romanes et gothiques que vous voyez derrière moi. On peut se demander si ces 2 travées gothiques, lorsqu'elles ont été construites, étaient une extension à partir de rien, construite sur un sol vierge de la nef, ou bien si en fait elles ont remplacé partiellement ou totalement une partie de la nef romane qui aurait donc été démolie à ce moment-là. Pour répondre à cette question, il serait intéressant d'identifier l'emplacement de la façade romane d'origine, aujourd'hui disparue. Est-ce que cette façade se trouvait précisément à la jonction des parties romanes et gothiques
auquel cas les deux travées gothiques seraient bien une extension, ou bien cette façade se trouvait-elle dans l'emprise actuelle de la partie gothique de l'édifice, auquel cas une partie romane aurait été démolie. Avec quelques questions subsidiaires, comme par exemple, quelle était l'épaisseur de ce mur de façade? Y avait-il ou non des contreforts? Quelle était la largeur de la porte d'entrée par exemple? Lorsque l'on entre dans l'église de Sahur, il y a un certain nombre de particularités architecturales qui nous frappent. La première d'entre elles, c'est bien sûr cet énorme pilier central qui est installé en plein milieu de la nef et qui, d'une certaine manière, gêne un peu le passage. C'est vraiment un cas unique, très rare, très intéressant, mais dont finalement la raison d'être est très simple puisqu'il sert à supporter la structure de charpente du clocher qui se trouve juste au-dessus. Lorsque l'on avance dans la nef et que l'on se trouve dans la partie romane, la deuxième particularité qui nous frappe, eh bien, ce sont ces arcades murées que l'on trouve sur les deux murs de part et d'autre de la nef, comme vous le voyez ici. On le voit tout particulièrement avec ces deux arcades derrière moi, il y a une vraie différence d'épaisseur dans le mur entre le mur lui-même et les arcades qui ont été bouchées. En fait, ces dispositions traduisent très certainement la présence d'anciens bas-côtés, aujourd'hui disparus et dont on a muré les accès bien entendu, pour que l'église ne donne pas directement sur l'extérieur. Il serait donc intéressant d'avoir la confirmation véritable de ce qui est une hypothèse vraiment très certaine, à savoir l'existence de ces bas-côtés. Et pour cela, il serait intéressant de savoir ce qu'il y a en sous-sol, au pied des murs. Vous voyez bien qu'on retrouve dans les murs la trace de ces arcades. On pourrait donc ainsi découvrir quelles étaient les dimensions, les dispositions de ces bas-côtés. Et enfin, quatrième question, elle concerne l'un des droits seigneuriaux que les seigneurs de Sahur avaient sur cette église. Je vous rappelle qu'ils avaient par exemple le droit de patronage qui consiste à nommer le curé. Ils avaient des droits, on l'a vu, sur la construction de l'église. Ils avaient le droit de faire apposer leurs armoiries sur ce qu'on appelle une litre seigneuriale qui est peinte donc sur les murs comme vous le voyez derrière moi. Mais ils avaient aussi le droit de se faire inhumer dans le chœur de l'église. Droit sans doute d'ailleurs associé à celui de litre seigneurial, puisqu'on parle souvent de litre funéraire. Nous avons au moins 3 mentions dans les actes d'inhumation de seigneurs de Sahur dans le chœur de l'église pour le XVIIIe siècle. Et vous avez aussi dans cette église la trace visible de ces sépultures, puisque derrière l'autel, suivez-moi, il y a une dalle funéraire que vous pouvez voir juste ici au niveau de la marche. Il serait malgré tout très intéressant de pouvoir confirmer la présence de ces sépultures, leur nombre, leur localisation, puisqu'en réalité, les seigneurs avaient ce droit dès l'origine très probablement et pas seulement au XVIIIe siècle. Il est donc nécessaire pour répondre à ces questions de prolonger, de prendre le relais du travail historique et de faire appel à une spécialité complémentaire, en l'occurrence l'archéologie. J'ai donc conseillé, étant assistant à maîtrise d'ouvrage sur ce projet pour accompagner la mairie justement dans la conduite de cette restauration, de faire appel à M. Thomas Guérin pour répondre à ces questions. Nous allons donc dès maintenant le retrouver pour qu'il nous explique quelle est sa méthodologie de travail afin de répondre à ces questions et donc de mieux connaître l'église Saint-Sauveur de Sahur. Thomas Guérin, bonjour, vous êtes donc archéologue. On vous verra à l'œuvre tout à l'heure pour les sondages du sol avec votre collègue. Sondages pour lesquels vous n'allez pas creuser, donc on a hâte de voir ça. Mais on va vous voir aussi à l'œuvre pour étudier les maçonneries des murs de l'église. Et donc on peut se demander pourquoi faire appel à un archéologue, dont le travail semble plutôt consister à s'occuper du sous-sol, pour étudier un bâtiment en élévation. C'est une bonne question, parce que effectivement quand on dit archéologie, en général les gens pensent truelle, pelle et trous dans le sol. Or il existe une discipline de l'archéologie qu'on appelle l'archéologie du bâti. C'est une discipline de l'archéologie qui consiste en fait à étudier le bâtiment, donc son évolution, sa morphologie, tout ce qui l'impacte au cours de son histoire, et qui est une méthode un peu différente de l'approche des historiens de l'art, qui eux vont plutôt avoir une approche stylistique, artistique. Comme je l'ai rappelé en introduction, en comparant les bâtiments entre eux, en étudiant l'histoire des formes pour arriver à une datation, et d'ailleurs qui était déjà complémentaire de la recherche en archives. En fait, on a déjà deux approches
Et donc vous en apportez une troisième. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une approche complémentaire qui du coup va ausculter le bâtiment sous un angle un peu plus technique, on va dire. L'objectif étant de discerner quelle partie arrive en premier, quelle partie arrive en second, est-ce qu'il y a eu des modifications substantielles, des reprises, des réparations, etc. Donc l'archéologie du bâti en fait arrive à ce moment-là. Et donc on va s'appuyer sur l'orthophotogrammétrie pour pouvoir générer de la documentation sur laquelle en fait on va travailler. L'objectif étant de faire un relevé pierre par pierre des secteurs qui nous intéressent pour pouvoir ensuite de ces relevés extraire l'information qui sera utile pour notre problématique. Vous allez également employer deux autres techniques sur ce bâtiment, donc orthophotogrammétrie pour un relevé, mais pas seulement. Non, l'objectif c'est également d'utiliser la géophysique qui va nous permettre d'aller voir ce qui se passe dans le sol sans avoir besoin de creuser. Puisque certaines des problématiques qui sont liées à l'étude de l'église de Sahur impliquent qu'en fait qu'on aille voir si il existe des substructions, des fondations, des murs disparus autour de l'église ou à l'intérieur. Donc pour cela, on va utiliser donc la géophysique, c'est-à-dire la science de l'étude des sols, et avec un géoradar, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dessous pour essayer de discerner si on peut voir des passages de murs anciens ou ce genre de choses. Donc orthophotogrammétrie, géophysique, on est toujours dans l'observation, mais vous avez aussi une technique de datation. Oui, à l'issue en fait de toutes ces données qui seront collectées, l'objectif c'est d'essayer de localiser une zone de datation qui soit acceptable, c'est-à-dire qui réponde aux problématiques et qui ne soit pas contaminée, donc qui nous permette en fait d'avoir une bonne datation. Donc on va dater des microcharbons. C'est-à-dire qu'on va prélever à l'intérieur des mortiers anciens de l'église des microcharbons qui ont été préalablement identifiés. Et ces microcharbons, on va les dater par radiocarbone, carbone 14, comme c'est plutôt sous ce nom que cette méthode de datation est connue du grand public. Et donc ça va nous permettre en fait d'avoir des jalons chronologiques, donc des bornes, des datations calendaires, c'est-à-dire des dates dans le calendrier, sur le bâtiment de l'église Saint-Sauveur de Sahur. Et donc ça va nous donner une petite indication de la chronologie générale de l'édifice. Il y a des interrogations quant à la datation, l'évolution de l'église à Sahur. Et il y a quand même des indicateurs qu'on a affaire à un édifice assez ancien, notamment l'opus spicatum. Alors sous ce terme latin un peu compliqué, en réalité c'est juste un terme pour indiquer des cailloux en oblique, tout simplement. Ce sont donc les pierres qu'on voit sur l'église et qui sont rangées un peu comme des arêtes de poisson ou des épis de blé. Habituellement, ce type de mise en œuvre des matériaux, c'est plutôt l'indicateur d'un édifice ancien, roman ou plus ancien encore. Et le fait qu'on les trouve ici à Sahur, ça pose question. Et donc, ça contribue à alimenter le dossier d'archéologie du bâti qui est actuellement en cours de constitution. Il y a d'autres éléments qui posent question aussi sur Sahur. Il y a notamment des arcades rebouchées qu'on trouve à la fois sur les parties sud et les parties nord de la nef, la partie probablement la plus ancienne de l'église. Et donc l'objectif de l'étude, c'est d'arriver à déterminer quand ces arcades ont été bouchées, est-ce qu'elles ont été un jour ouvertes, tout simplement, et si c'était le cas, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière comme des bas-côtés. On voit bien donc les fenêtres sont habillées avec des huisseries de pierre de taille qui sont bien façonnées. Par contre, la margelle, systématiquement, c'est du moellonnage. En fait, il n'y a pas de nécessité très probablement de faire une margelle de bonne facture si on imagine qu'on a une pente de toiture qui vient au ras des fenêtres, comme c'est souvent le cas en fait sur les églises romanes. On a certes du calcaire de Caumont pour la partie... ouais. Par contre, on a de la pierre de Caen pour les parties anciennes, comme à Éziers en fait. Éziers aussi, les parties romanes sont en pierre de Caen, qui s'inscrit dans ce qu'on connaît déjà sur les acheminements de matériaux dans la vallée de la Seine et tout ce qui est transactions, trajets sur la Seine. Sahur comme Éziers manifestement bénéficie d'un apport de matériaux lointain mais qui est facilité grâce à l'accès fluvial. Ouais. Vous avez la Val de Seine,
notamment avec ses rognons de silex noir. Ouais, ça, c'est tout ce Et que puis je vous avez la can qui est jaune avec un grain vachement fin. Donc en fait, la technique photogrammétrique, c'est une technique qui s'est développée très récemment. Alors évidemment, le redressement photographique, c'est une technique qui est connue depuis le 19e siècle. Mais il se trouve qu'en fait, avec l'évolution de la technologie, et notamment les smartphones et les capacités de calcul des ordinateurs, aujourd'hui, on est en mesure de faire ça très facilement. Et donc ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est que je prends une série de clichés très rapprochés les uns des autres, qui va me permettre de composer une mosaïque de photographie. Et c'est cette mosaïque qui, une fois redressée, nous permet d'avoir une image haute définition de la portion étudiée, sur laquelle on va pouvoir travailler et donc commencer à stratigraphier en fait le monument. C'est-à-dire qu'en archéologie du bâti, comme en archéologie classique, l'objectif en fait c'est de découper le monument en fait en séquences qui sont cohérentes soit dans le temps soit dans la forme, et de pouvoir en fait à partir de ces séquences fournir une interprétation de l'évolution du monument. Alors on voit en ce moment votre collègue avec cet appareil, alors elle n'est pas en train de passer la tondeuse dans l'église. Qu'est-ce que c'est que cet appareil qu'elle fait rouler? Effectivement, c'est une blague, c'est une blague fréquente, ça ressemble beaucoup à une tondeuse à gazon. C'en est pas une, c'est un géoradar, c'est un appareil qui, pour schématiser, en fait fonctionne sur le principe d'un radar, tout simplement, mais dans le sol, d'où le nom géoradar. L'objectif de cet appareil, en fait, c'est de propager dans le sol en fait une onde, en gros, et de capter le retour, si vous voulez, donc la vitesse de propagation et le retour. Et donc, grâce à cette méthode, ça permet d'identifier, si vous voulez, des secteurs en fait où la propagation est facilitée, des secteurs où en fait il y a un obstacle, en gros, à la propagation de l'onde, ou en tout cas un retour rapide, ce qui permet d'identifier essentiellement des masses, on va dire des masses de maçonnerie, ou des endroits où les ondes se propagent très facilement. Et donc dans le cadre de notre problématique ici à Sahur, c'est très pratique, puisque dans la mesure où on cherche des fondations, donc des grosses masses de murs, grâce à cette méthode, en fait, on devrait voir relativement facilement apparaître ce type de structure. Et donc sur l'écran, ça va se traduire par des courbes qui montent et qui descendent, sachant que quand on a des pics, ça devrait être l'indicateur de structures enfouies. On a créé une acquisition en fait par Géoradar du sous-sol
Les données, c'est de se dire on va capter les informations au niveau du sous-sol jusqu'à 1,50 m. Donc on passe notre radar sur une longueur à peu près de 10 mètres et on regarde les zones, les anomalies qui ressortent, c'est-à-dire ce qui est des murs de fondation de l'ancienne église, ou encore tout ce qui est tuyauterie, puisqu'à la base ces radars sont utilisés pour la voirie en fait, pour les ingénieurs, pour repérer les canalisations ou les défauts de route. Donc là actuellement il semblerait qu'on ait plusieurs anomalies. Alors c'est difficile de dire s'il s'agit de fondation ou de canalisation pour le moment. Il faut recouper plusieurs informations, notamment on longe l'église, donc on fait des données longitudinales et pour recouper l'information et savoir exactement ce qu'il en est des fondations, on va devoir faire des perpendiculaires et ensuite structurer pour voir si les murets ressortent. Sur l'écran pour l'instant, donc ici c'est la surface, ça fait à peu près 35 mètres de longueur et au fur et à mesure donc, que passe le radar, il va avoir des informations qui vont descendre jusqu'à 1,50 m ici. Et donc dès qu'il y a une anomalie, les ondes répondent différemment et des structures apparaissent. Donc pour l'instant, après ça va dépendre aussi de la constitution du sol. Donc s'il y a beaucoup de gravier, s'il y a beaucoup par exemple, parpaings ou de pierres qui vont être présentes. Donc à chaque fois c'est une anomalie, donc ça va être un peu flouté. Et par contre s'il y a des choses qui sont plus de niveau de canalisation ou de muret, on va avoir quand même des choses qui en continu. Ici clairement il y a une structure donc au niveau du sol qui est à peu près en dessous de 50 cm sous le sous-sol et donc il y a une structure. Là c'est pareil, c'est quand même une anomalie qui est persistante à ce niveau-là et qui descend à plus d'1,50 m. Donc à savoir de quelle anomalie il s'agit. Est-ce que c'est bien les fondations de l'ancienne église ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'un autre phénomène à déterminer. Grâce à cet appareil, on va pouvoir observer jusqu'à quelle profondeur on fait dans le sol. Alors la profondeur elle est variable. Sur les premiers tests qu'on effectue actuellement, on est sur une hauteur une profondeur d'investigation théorique de 1,50 m à peu près sous la surface du sol. On peut descendre plus profond avec cet appareil. Hein. On fera sans doute un passage un peu plus bas, peut-être jusqu'à 3 mètres de profondeur, histoire d'être sûr de ne rien manquer. Alors évidemment il existe des antennes pour descendre beaucoup plus bas, hein. Ce sont des appareils qui sont avant tout utilisés pour la prospection géologique, donc qui servent à aller voir assez loin dans les entrailles de la Terre. Nous on reste très en surface, mais du coup la profondeur d'investigation théorique est largement suffisante là, entre 0 et 3 mètres, on devrait facilement trouver ce qu'on est en train de chercher. Quelque chose là. C'est là. C'est là, ouais. Il y a quelque chose. Et là, peut-être, vous allez peut-être alors, passer là-bas. On correspond à quoi comme prénom qui a cette question? Bon, je vais refaire dans l'autre sens. Et puis on va.
Bon, alors quoi par contre La société d'ancien cœur, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être les temples, parce qu'ils disent qu'ils sont dans le cœur. En tout cas, ouais, clairement, c'est. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, un ancien hôtel. Ouais, on a la structure ici. Le géoradar, c'est pas non plus un objet magique. C'est ni une tondeuse à gazon, ni une baguette magique. Ça, grosso modo, pour schématiser, le géoradar, en fait, il voit dès lors qu'il y a un différentiel. C'est-à-dire que si vous avez des terrains mous et des terrains durs côte à côte, il va voir qu'il y a une différence entre de l'un par rapport à l'autre. Le problème, c'est que si vous avez des terrains de même nature, il va pas voir de différence. À titre d'exemple, on cherche des murs. La problématique, c'est si on a un mur qui est noyé dans des gravats de pierre qui sont de part et d'autre, eh bien, le géoradar ne sera pas capable de faire la différence, en fait, fondamentalement, entre le mur en place et les gravats qui l'entourent. Donc, en fait, on va avoir une grosse masse, mais qui ne correspondra pas, en fait, à la structure qu'on cherche, nous, le mur qu'on cherche à identifier. Le géoradar, lui, va voir quelque chose d'uniforme, parce qu'en fait, il n'y a pas de différentiel. Il y a du dur, et il y a du dur en désordre, mais du dur quand même. Pour lui, c'est exactement la même chose. Donc il faut garder ça à l'esprit. Les méthodes d'investigation géophysique, tout comme la datation par carbone 14, etc., sont des méthodes scientifiques, mais qui ne sont pas exempts de pièges ou de défauts qu'il faut savoir détecter. C'est la raison pour laquelle Aurore, en fait, agit en tant que spécialiste, puisque elle est qualifiée, en fait, à lire les résultats et à les interpréter, et donc à éviter les écueils interprétatifs qu'on pourrait rencontrer si jamais on n'était pas au courant, en fait, des défauts inhérents à la machine. Et d'ailleurs, ce que l'on voit, donc non seulement elle doit l'interpréter, parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire une courbe, mais en plus de ça, il faut aussi le remettre dans le contexte qu'on connaît déjà par les autres méthodes qu'on a évoquées, en fait, c'est ça, hein. Exactement, oui. C'est-à-dire que la cartographie du sous-sol qui sera donnée par le géoradar, elle doit être examinée aussi en regard de tout ce qu'on a fait tout autour, donc du bâtiment en élévation, puisque en fait toutes ces informations doivent être articulées les unes par rapport aux autres. On est vraiment dans un espace tridimensionnel, il faut raisonner en 3 dimensions, et donc ce qu'il y a en dessous, il faut aussi le mettre en relation avec ce qu'il y a au-dessus et au-dessus de nos têtes. C'est ça. Ouais. Ou si c'est damé, c'est un sol damé, on verra pas. On voit ça, mais... Non, non. Et là-bas, quand on va là-bas, par contre... Ah bon? On va voir la différence, je recule un peu justement. Impressionnant, hein. Ah, t'es un truc de dingue. Ah oui. Ouais, et j'ai fait tout le tour, enfin j'ai fait tout ça et c'est que ça. C'est que ça? Que ça. C'est que ça? Donc là. Ok. Bah, si ça se trouve, en fait, la différenciation, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'on cherche un mur pignon localisé, mais si ça se trouve, en fait, ce qui détermine en sous-sol, en fait, la différence entre la partie romane et la partie gothique, c'est juste la nature globale du substrat, quoi. Ah. Avec un faciès, c'est peut-être lié au chantier, il faudra voir après l'interprétation des résultats, ce que ça donne. Dans l'étude qui est actuellement en cours, il y a un volet datation. On a opté pour une datation par radiocarbone, c'est-à-dire par carbone 14. C'est une méthode de datation bien connue de tout le monde. L'objectif, c'est de dater des micro-charbons qui sont contenus dans les mortiers de l'église. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il y a du charbon dans les mortiers? C'est très simple. Au Moyen-Âge, pour fabriquer du mortier de chaux, il faut brûler du calcaire. Et donc, en brûlant du calcaire, durant l'opération, il arrive qu'il y ait des débris de charbon qui se déposent dans le matériau et qu'on retrouve ensuite à l'intérieur du liant de l'édifice. Donc l'objectif, c'est d'arriver à déterminer où se trouvent des micro-charbons qui correspondent en fait aux phases qu'il est intéressant scientifiquement de dater, les prélever, et puis ensuite ça va être un laboratoire londonien qui va se charger des datations
L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le carbone 14 est une méthode plutôt fiable, plutôt bien rodée, et avec des très petites quantités de matière, on peut obtenir des datations avec un bon degré de certitude. Ça va nous donner une date, généralement à plus ou moins 30 ans à peu près, de la période à laquelle le bois a été utilisé. Alors on privilégie généralement des micro-charbons parce que ça correspond à des végétaux qui sont jeunes, qui ont grandi rapidement. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on a affaire à des végétaux qui peuvent durer très longtemps, comme des chênes centenaires, etc., puisque eux, en fait, ont une fourchette chronologique qui est beaucoup trop importante. Comment fonctionne la méthode de datation par radiocarbone ? C'est un principe qui est bien connu, qui est plutôt maîtrisé depuis des années, ce qui fait que le carbone 14 est une méthode de datation particulièrement répandue en archéologie et plutôt fiable. En fait, ça part d'un postulat relativement simple. Le carbone 14, en fait, c'est une matière qui est présente dans l'atmosphère de façon naturelle, qui est, pour aller très vite, en fait, qui est produite par réaction entre le rayonnement solaire et les hautes couches de l'atmosphère, notamment l'ozone. Donc ça produit en fait ce matériau, le carbone 14, qui est un matériau radioactif, c'est-à-dire qu'en fait, comme tous les matériaux radioactifs, il a la capacité en fait à se détruire selon un rythme qui est connu. Et comment fonctionne la datation ? C'est simple, un organisme vivant sur cette planète, donc vous, moi, l'herbe, les baleines ou les oiseaux, absorbe durant toute sa vie en fait une quantité de carbone 14 qui est équivalente à la quantité qui est présente dans l'atmosphère. En fait, il y a une sorte d'équilibre. En gros, vous faites la balance en fait entre le carbone 14 atmosphérique et celui que vous avez dans votre corps. Donc c'est pas dangereux d'avoir du matériau radioactif Non, parce que tant que vous l'absorbez, il n'est pas encore radioactif. Et de toute façon, c'est pas dangereux. Hein. C'est de toute façon beaucoup trop. C'est infinitésimal. Mais donc du coup, durant toute votre vie, vous allez avoir constamment en fait un équilibre entre le carbone 14 atmosphérique et celui qui est stocké dans votre organisme. Et ce qui va se passer, c'est que quand un organisme meurt, quand un humain meurt ou qu'un arbre est abattu, il cesse d'absorber le carbone 14 atmosphérique et du coup le processus de radioactivité commence et le carbone 14 commence à être restitué, donc avec un rythme qui est particulièrement connu. Donc le carbone 14 au bout de tant de milliers d'années va arriver à la moitié de sa masse initiale et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit tellement ténu qu'on ne puisse plus le percevoir. Alors toute l'astuce de la datation carbone 14, c'est qu'on connaît le volume atmosphérique et donc en fait on connaît le point de départ, on sait quelle est la quantité initiale que chacun a stockée et donc du coup quand on mesure le carbone 14 dans un charbon, dans un os, dans quelque chose d'organique qui a vécu, il suffit de déterminer quelle est la quantité de carbone 14 qui reste dans cet organisme, de la comparer en fait avec la quantité initiale qu'on connaît, plus ou moins. Après je schématise, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc du coup quand on connaît le point de départ et qu'on sait ce qui reste, on sait depuis combien de temps l'organisme perd du carbone 14 et donc on sait à peu près à quel moment il est mort. En fait. Donc le carbone 14 date la mort d'un organisme vivant, dans le cas de l'église de Sahur. L'objectif de dater les micro-charbons, c'est de dater à quel moment en fait c'est le charbon, en fait, donc les végétaux qui ont brûlé dans la confection des mortiers ont été abattus. Donc dans la mesure où en fait pour la confection des mortiers on utilise des bois jeunes et des végétaux relativement à très courte durée de vie, ça veut dire qu'en fait le moment où on les brûle et le moment où on les abat, on estime que c'est à peu près concomitant, hein. Ça il va pas se passer 30 ans entre le moment où on prend du petit bois et le moment où on le brûle. Et donc du coup ça nous donne une date plutôt fiable du moment où on confectionne le mortier et donc le moment où on le met en œuvre, puisque encore une fois le mortier on ne va pas attendre 30 ans avant de le mettre en œuvre, sinon ça risque de prendre. Donc en fait on brûle rapidement les végétaux pour fabriquer la chaux est rapidement mise en œuvre dans le mortier est rapidement mis en œuvre dans les murs, donc tout ça nous fait une séquence chronologique extrêmement restreinte, ce qui justifie en fait d'aller chercher le micro-charbon et les dater. Tout ça d'ailleurs a dû être fait au moment d'une même, ce qu'on appelle une campagne de travaux, c'est-à-dire une même saison finalement, hein. On prépare tout sur presque même
parfois sur place en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est même très probablement le cas. Hein. Les matériaux ici à Sahur pour la confection du mortier sont présents naturellement. Il y a l'eau de la Seine, il y a le sable. Le calcaire est abondant partout dans la région, donc on confectionne le mortier quasiment sur le chantier, oui, évidemment. Et donc du coup, c'est vraiment une campagne locale, une confection des matériaux locales et une mise en œuvre locale à laquelle on assiste. Ouais. Donc on aura une datation finalement très précise, moyennant la marge d'erreur. Oui, c'est ça. Habituellement, on a une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans sur des bons échantillons. Donc ça nous donnera quand même un ordre d'idée plutôt intéressant. Surtout qu'en plus, on compte faire au moins 2 datations importantes. Donc une sur la nef romane initiale et une autre peut-être sur les rebouchages, à moins qu'une autre opportunité se présente. Donc ça devrait nous donner 2 jalons majeurs sur l'évolution de l'église de Sahur, c'est-à-dire en fait la datation de l'état premier, et puis ensuite une datation de l'état tel que nous on l'observe aujourd'hui. En gros. Là où l'archéologie du bâti en fait fournit une chronologie relative, c'est-à-dire en fait les dates d'apparition des éléments architecturaux les uns par rapport aux autres, le carbone 14 fournit une chronologie absolue, c'est-à-dire qu'il va nous donner une date calendaire qu'on peut pointer dans le calendrier. Les endroits qui vont être prélevés, en fait, ils sont choisis en fonction des résultats de l'étude d'archéologie du bâti pour pouvoir en fait obtenir des datations absolues qui servent évidemment toute la problématique scientifique qui est la nôtre, c'est-à-dire savoir à quel moment les arcades sont bouchées, quelles sont les parties les plus anciennes de l'église, etc. Alors évidemment, il faut prélever un échantillon dans le mortier, et à Sahur, on est dans le cas d'un édifice classé au titre des monuments historiques. Donc d'un point de vue administratif, ça demande l'autorisation de la conservation régionale des monuments historiques, qui en fait regarde ce qu'on fait, qui évalue les raisons scientifiques de ce qu'on demande, et qui nous donne son accord ou pas, ou qui formule ses propres demandes, puisqu'il est tout à fait possible que la CRMH, sur la base en fait des éléments d'études du bâti qui ont été réalisés en amont, disent « Ah bah nous, on préfère que vous alliez prélever dans cet endroit plutôt que dans celui-ci ». C'est aussi une possibilité. En fonction de l'endroit où on choisit le prélèvement, la date qui sera obtenue va impacter l'ensemble des autres structures bâties qui ont été identifiées et qui sont en relation avec la structure datée. C'est-à-dire que en archéologie, on appelle ça, alors c'est encore un terme latin, les terminus post-quem ou ante-quem, c'est-à-dire en fait des bornes chronologiques qui permettent de fixer une date avant laquelle un événement s'est passé ou après laquelle un événement s'est passé. C'est un petit peu comme si vous étiez enseveli dans la Seine. Les archéologues du futur vont regarder vos poches pour voir la date des pièces de monnaie, et en fonction des dates, ça leur permettra de dire bon bah vous avez été enseveli dans la Seine à partir de telle date, puisque c'est la dernière pièce de monnaie qu'on a trouvée dans votre poche. C'est un peu la même chose, on va essayer de faire les poches de certains endroits du monument pour essayer de déterminer quelles sont les grandes phases chronologiques, et donc avoir un petit séquençage et pouvoir dire voilà, tel événement arrive à peu près à cette époque, ça c'est après ou ça c'est avant, etc., etc. Donc ça permet de préciser l'ensemble de la chronologie du monument, et ça vient en complément de ce qui a été observé lors de l'étude historique, archivistique et d'histoire de l'art, puisque là du coup ça vient en complément de d'autres bornes chronologiques qui ont été fixées par d'autres méthodes. One eternity later. Alors, plusieurs semaines se sont écoulées maintenant depuis qu'on avait procédé à toutes les investigations qu'on a vues précédemment. Le temps pour vous d'interpréter en fait les résultats recueillis. Exactement. Donc, je crois qu'on a tous envie de voir dans un premier temps à quoi ressemble le résultat graphique de votre travail suite à tout ça, photogrammétrie, géoradar, etc. Entendu. On a vu sur le terrain la façon dont se déroulait la prise de clichés en vue de l'étude archéologique du bâti. L'objectif était de produire une orthophotogrammétrie, c'est-à-dire en fait une photo redressée qui ne présente pas les déformations optiques
d'une photographie classique. Donc là vous avez la face nord de l'église reconstituée, et en fait c'est notre support pour une étude complète du bâti, donc qui va se décomposer en 3 phases majeures. Donc d'abord en fait une reprise du pierre par pierre, c'est-à-dire qu'on va dessiner chaque pierre qui compose le mur pour pouvoir en fait discerner où sont les matériaux, donc distinguer les matériaux. Ensuite, dans une deuxième phase, on va découper, si vous voulez, le bâtiment en unités stratigraphiques construites, c'est-à-dire en fait l'unité qui permet pour l'archéologue de raisonner en termes de chronologie. Et après, à partir de cette interprétation, on va mettre en place une chronologie relative, c'est-à-dire la façon dont les éléments qui composent l'église arrivent les uns par rapport aux autres. Et ensuite, on va tenter de raccrocher tout ça dans le cadre d'une chronologie absolue, c'est-à-dire essayer de poser des dates sur les grands événements. Donc sur la base de ce type d'orthophoto, voilà, on obtient, ici vous avez le relevé pierre par pierre de la face nord par matériau. Donc on attribue des couleurs en fait aux différents matériaux. Donc en bleu, vous avez généralement les calcaires, ici vous avez les calcaires de Seine, y compris la pierre de Caumont ou la pierre plus tendre qui s'apparente à du Saint-Maximin. Et puis en jaune un peu moutarde, vous avez les calcaires jaunâtres justement qui s'apparentent à des calcaires de Caen ou des calcaires équivalents. Donc c'est un relevé assez précis. Je vais zoomer par exemple sur le cœur. Vous voyez, donc les matériaux ont été différenciés, ce qui permet en fait de distinguer déjà des phases qui semblent cohérentes. On voit par exemple que dans la construction du chœur, on a un lot de pierres de Seine qui sert majoritairement au soubassement, mais on voit des lots de pierres différentes, notamment de pierres de Caen, qui servent pour le reste des constructions. On discerne bien également, rien qu'en regardant les matériaux, l'insertion de la fenêtre gothique, donc qui n'est pas la fenêtre d'origine ici, et qui nécessite des réparations avec des matériaux d'un calibre et d'une nature un tantinet différente. Donc ça a été fait sur l'intégralité de la façade, jusqu'à la face gothique. Donc l'objectif étant de s'en servir comme support pour comprendre la façon dont le bâtiment est organisé. Donc en fait, on crée cette distribution en identifiant à chaque fois des parties cohérentes. Donc ça peut correspondre aux fenêtres, ça peut correspondre à des assises de maçonnerie qui sont cohérentes les unes avec les autres, des grands ensembles comme les contreforts, les portes. Donc tout ça est décrit de façon très détaillée. Ce qui nous permet de les différencier, c'est à la fois la nature des matériaux, les hauteurs d'assises, la façon dont c'est construit, la façon dont c'est assemblé, les types de liants, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et qui permettent d'identifier ce qu'on appelle les USC, les unités stratigraphiques construites. Et à partir de ces unités stratigraphiques, donc ici que vous avez dans des couleurs un peu tranchées, ça permet de développer la chronologie relative du bâtiment. L'archéologie du bâti a ceci de particulier par rapport à l'archéologie classique, c'est que même si elle raisonne par unité stratigraphique, en fait la manière dont les unités se coordonnent les unes par rapport aux autres n'a rien à voir avec l'archéologie classique. En archéologie classique, sauf anomalie, en général la couche de terre la plus profonde c'est la plus vieille, et puis viennent s'installer dessus des couches de plus en plus récentes jusqu'au niveau sur lequel on circule. Dans le cadre d'un bâtiment, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, en général on commence par les fondations, et à mesure qu'on s'élève, évidemment on met des lits de maçonnerie plus récents relativement au lit antérieur, mais dans une maçonnerie, et quiconque a fait des travaux chez lui pourra l'observer, on peut intervenir en pied de bâtiment, on peut rajouter, percer une porte, rajouter un mur, réparer ceci, réparer cela. Donc en fait, on peut intervenir sur des parties basses d'un monument, et donc en fait, on peut introduire des éléments récents dans des parties inférieures. Donc le raisonnement en fait sur l'empilement des couches stratigraphiques dans un bâtiment, il est un peu différent, un peu plus complexe, puisqu'en fait il faut voir les relations des couches qui se superposent, mais aussi qui viennent être découpées, comblées, modifiées, reprises en sous-œuvre, etc. Ce qui induit une certaine complexité. Donc ce que vous voyez ici,
c'est pas, les couleurs ne représentent pas en fait l'ordre dans lequel les couches, enfin les unités stratigraphiques construites apparaissent d'un point de vue chronologique. Elles vous représentent en fait les différents éléments morphologiques, si vous voulez, du bâtiment qui ont été identifiés lors de l'étude. Donc en fait, si vous voulez, c'est toutes les parties constituantes différentes. Si c'était un corps humain, on dirait, bon bah on a la tête, on a les poumons, on a le cœur, etc. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'en fait, on saucissonne tout ça en fonction d'éléments caractéristiques, et après, dans un deuxième temps, on essaye d'articuler tout ça dans le cadre d'une chronologie. En relation avec l'étude des élévations, il y avait, comme on l'a vu, une campagne de prospection géophysique pour essayer de voir ce qu'il y a en sous-sol sans creuser. Donc ici, sur cette vue tridimensionnelle de travail, hein, je précise, j'ai rajouté les données en fait du géoradar. Alors, les données du géoradar, ce sont ces espèces de graphiques en noir et blanc qui ressemblent en fait à du bruit blanc de télévision. Mais qui disent néanmoins quelque chose. La vue en fait que j'utilise donc pour vous présenter en fait la mise en perspective donc des données géophysiques et du bâti, donc qui est relativement parlante, mais en fait je l'ai produite grâce à toute la phase d'étude photogrammétrique. Alors c'est un petit peu, je dirais, une option sympathique, puisque en fait, en produisant les orthophotogrammétries, en fait, j'ai d'abord produit un modèle 3D qui m'a servi en fait à tirer ensuite les vues qui m'intéressaient pour l'étude. Donc finalement, c'est grâce à la campagne de photogrammétrie que j'ai pu donc développer ce petit modèle 3D, donc qui n'est pas très très joli en hauteur parce que c'était pas l'objectif de l'étude et qu'on n'a pas déployé un drone pour pouvoir faire les toits proprement. Mais vous voyez, bon, bah, la photogrammétrie, c'est quand même une technologie assez sympathique qui, avec quand même assez peu de moyens, permet d'obtenir des volumes 3D tout à fait réalistes, ce qui est assez ce que je trouve plutôt sympa quand il s'agit d'exposer ce qu'on fait à du grand public. Et si on zoome ? Alors, eh ben, si on zoome, en fait, on a exactement... Vous voyez, on a exactement en fait ce qu'on voit sur les photos, tout simplement. Alors donc la première question qu'on se posait concernait en fait tout simplement la chronologie globale générale du bâtiment, ses différentes phases de construction. Alors on ne parle plus de la partie gothique qui est bien datée vers 1515-1520 comme on l'a vu et que vous confirmez avec l'archéologie. Absolument, oui. Voilà. Par contre, ce qui posait question c'était la partie romane, les parties romanes, donc nef, chœur, qu'on ne savait pas dater et pour lequel vous allez pouvoir nous apporter une chronologie maintenant fiable et assurée en fait. Oui, en fait grâce à l'étude du bâti et à la comparaison avec d'autres monuments, en fait on peut établir une chronologie qui est relativement simple. C'est-à-dire que la partie romane de la nef, donc celle avec les fenêtres hautes qu'on voit ici, est très vraisemblablement la partie la plus ancienne. On la date autour de l'an 1000. 11e siècle a priori. Et puis donc ça c'est la partie en fait qui a le toit le plus haut en fait en ardoise, mais oui, pas gothique hein, pour qu'on soit bien. Exactement, celle avec les trois fenêtres hautes qu'on voit ici. Et puis donc on met aussi au 11e siècle le premier segment du chœur avec la grande fenêtre. La fenêtre la plus grande ici jusqu'au contrefort. Exactement, en fait, hein, c'est ça. C'est celle-ci. Sachant qu'ensuite on a une modification. Avec l'extension, comme on le disait tout à l'heure, du chevet, probablement au XIIe siècle, vu les critères stylistiques qu'on voit ici. Donc c'est la partie arrondie, la partie terminale arrondie de l'église. On date ça du XIIe siècle parce qu'on a des exemples équivalents régionaux qui sont datés de la même époque. Et donc tout ça est très cohérent. Donc finalement on a une église en 1000 qui tend à s'agrandir au XIIe siècle. On s'aperçoit qu'on a une nef romane ici en vert,
qui semble être la partie la plus ancienne du bâtiment en élévation, associé vraisemblablement en rouge à un premier chœur qui se trouve ici, qui est très très modifié, très très altéré, mais qui semble appartenir en fait à cette phase romane première, le tout étant rallongé postérieurement par l'adjonction d'un chevet en demi-cercle qui vient donc s'ajouter à l'église romane, donc on est toujours à la période romane, et qui induit des modifications, notamment probablement l'arasement du premier chœur, ici, pour que l'ensemble de cette partie de l'église soit de niveau là-haut. Donc ce qui implique aussi des considérations d'ordre technique, puisque ça veut dire qu'évidemment, tout ce qu'on voit en fait en hauteur dans ce secteur ne correspond plus à l'état initial de l'église, et évidemment la charpente non plus. Donc on n'est pas dans une charpente qui correspond à ce qui avait été prévu à l'origine pour l'église romane, et ça peut avoir des implications sur les désordres qu'on voit aujourd'hui, puisque les défauts de triangulation, avec peut-être une charpente plus importante que celle qui avait été initialement prévue pour les murs, peut engendrer des efforts de poussée qui font souffrir les murs anciens. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le 19e siècle est intervenu énormément sur le chœur, a transformé, démoli des voûtes, reconstruit une partie, etc. Là, malheureusement, en l'absence de fouilles archéologiques, on ne peut pas avoir déjà, on ne peut pas avoir de certitude quant à la forme complète du premier chœur. Sur l'étude du bâti, on part du principe que ce qu'on voit, c'est la réalité du XIe siècle, donc probablement un chevet plat, sachant qu'on en connaît des églises romanes à chevet plat. Et pour ce qui est des aménagements en hauteur, effectivement, on peut supposer, mais ça reste des suppositions. Et donc ensuite, dans la deuxième phase, quand ils ont construit cette partie, cette fois-ci en abside circulaire, là par contre, on avait très certainement une voûte en cul de four, probablement. Oui, on a alors une voûte, oui, peut-être au moins un édifice de charpente par-dessus, oui. Sachant qu'effectivement on a... qui doit épouser la forme arrondie du mur. Exactement, on a un ensemble d'ailleurs qui est rendu cohérent par ce qu'on évoquait à l'intérieur de l'église, l'arasement en fait du mur du premier chœur, celui avec la grande fenêtre gothique, pour se mettre au même niveau que le couronnement de modillons, donc de petites sculptures, de la partie 12e, afin d'avoir un ouvrage homogène au niveau de la toiture, ce qui tend à laisser supposer qu'on a fait des gros travaux de modification de la charpente avec cette adjonction du XIIe siècle. Alors on pourrait être étonné de ce que vous venez de dire avec un chœur rajouté plus tard, mais finalement plus bas que le bâtiment d'origine a priori. En fait, c'est pas du tout surprenant d'avoir le sanctuaire, c'est-à-dire là où se trouve l'autel, dans un bâtiment avec des proportions un peu moindres et notamment plus basses. C'est tout à fait courant en fait à l'époque romane. Oui, surtout qu'en plus, comme on peut le constater assez facilement, le programme architectural du chœur du XIIe siècle est beaucoup plus ambitieux que le programme architectural du XIe siècle, avec des colonnes géminées, donc des colonnes doubles, qui sont répartis sur la façade, avec des modillons sculptés sur le couronnement, et d'une manière générale, un usage un peu plus prononcé de la pierre de Caen, donc qui est une pierre qui vient de loin. Donc ça veut dire qu'en fait, on a quelque chose d'un peu plus, peut-être d'un peu plus coûteux, qui réclame... Plus noble, en fait, plus... Tout à fait, ouais. Et puis esthétiquement, beaucoup plus recherché, donc ce qui implique aussi peut-être des moyens financiers plus importants, et donc peut-être qu'on réduit aussi la taille du chœur pour éviter d'avoir trop à dépenser, compte tenu de l'ambition du programme. D'accord. Ouais. Mais malgré tout, on a quand même une réduction de la taille du chœur initial par rapport à la nef initiale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve fréquemment, un rétrécissement en fait, de l'espace quand on arrive vers le sacré. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la période romane. Tout à fait, ouais, oui. Et d'ailleurs, encore une fois, les exemples qui ont été pris lors de l'étude vont exactement dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a soit des édifices qui ont effectivement un sanctuaire plus restreint de base, ou qui connaissent des modifications en vue d'une extension de modification du sanctuaire, mais de toute manière, qui reste toujours dans des dimensions plus réduites que la nef elle-même, évidemment. C'est ça. Alors il y a plusieurs explications. La nef doit accueillir évidemment les fidèles, donc forcément on a besoin de plus d'espace dedans, mais il y a aussi une dimension un peu symbolique aussi, de confidentialité, un petit peu comme l'idée du Saint des Saints dans le temple, quand on s'approche de l'autel et du tabernacle aussi. Et puis on voit bien que ça tombe très bien, ce genre de symbolique, puisque comme vous le disiez, si les matériaux coûtent plus cher, on peut se
permettent de faire des bâtiments plus petits. Donc tous les arguments vont dans le même sens en fait, et on arrive à faire résonner ça en raccrochant une symbolique dessus. Hein. Exactement, exactement, oui. Alors la deuxième question... Donc la deuxième question qui se posait concernait le mur pignon de l'église romane et la longueur en fait de l'église romane d'origine, puisque au début du XVIe siècle on a la construction de ces deux travées gothiques. La question c'était est-ce que c'est une extension au bout du bâtiment ou est-ce qu'on a remplacé sur tout ou partie des éléments romans. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire après prospection? La réponse elle est simple. Globalement la nef romane se poursuivait à l'ouest. Donc finalement la nef gothique vient en grignoter un morceau et remplace probablement une ou deux travées de la nef romane initiale. On peut imaginer que le pignon globalement se situait entre les deux fenêtres qu'on voit ici à l'écran. Donc la réponse est double en fait, c'est à la fois une extension et une démolition en partie en fait. C'est exactement ça, oui. D'ailleurs dans l'étude de bâti, on voit très bien que la nef romane a été abattue en partie. On le voit à l'écran, au niveau de la gouttière qui marque la jonction entre les deux éléments, on a tout un tas de pierres plus blanches qui tranchent quand même assez avec les pierres jaunes de la nef du XIe siècle et qui témoignent en fait d'une réparation pour combler la brèche que les maçons ont pratiqué pour pouvoir coller les deux pour les deux raccorder éléments. Ce qui, voilà, entre le contrefort qu'on voit et la partie démolie. Exactement ça. Donc là on est passé à l'intérieur de l'église, on est au niveau du pilier qui se trouve au milieu de la partie gothique. Et donc on va regarder ensemble jusqu'où s'étendait en fait l'église romane qu'on voit derrière nous, en avançant, et donc on est à peu près au niveau du pilier. En fait. Là au XIe siècle, on est encore à l'intérieur de l'église romane. Et donc si on avance, là on commence à passer le pignon, et là on est vraiment dans le secteur vu par le géoradar, qui semble être l'anomalie linéaire dans ce sens-là, qui marque vraisemblablement à la fois la fin de l'église romane du XIe siècle et la fin des collatéraux extérieurs tels qu'ils ont été vus également au géoradar. On voit donc assez nettement en fait une sorte de sol homogène sous la nef ici, et on discerne, vous voyez, comme une espèce d'anomalie un peu plus trouble, avec plus de contraste, qui descend ici de façon linéaire, et donc qui correspond à une anomalie rencontrée par le géoradar dans ce secteur ici. Ce qui est intéressant, c'est que si on va voir de l'autre côté, on a exactement la même configuration, donc avec une espèce de caractéristique de sol homogène ici, jusqu'à une limite très nette, avec des anomalies qui s'étendent de façon linéaire, à peu près dans ce secteur-là. Donc comme de l'autre côté, ce qui nous montre qu'on a quelque chose qui marque une différenciation entre la nature des sols, à l'ouest ici et à l'est ici. On pense qu'on a ici découvert l'emplacement possible de la fondation, ou en tout cas de ce qui reste du pignon roman. C'est une hypothèse qui semble assez crédible. On avait initialement pensé que ça pouvait être le socle de fondation du pilier intérieur de la nef. Toutefois, en fait, après plusieurs passages, en fait, on constate qu'on a la même anomalie linéaire de chaque côté. La caractéristique linéaire de l'anomalie et le fait qu'elle barre perpendiculairement la nef nous incite à penser c'est quelque chose d'un peu plus large qu'une simple fondation, et qu'on a très probablement en réalité un mur plus ancien, d'ailleurs sur lequel peut-être s'appuie le pilier qu'on trouve dans la nef, et qui prend en fait appui sur peut-être bien le pignon plus ancien. Donc ça, on voyait avec une différence de nature de sol. En fait, on peut imaginer que dans l'église romane, on avait un sol en terre battue ou quelque chose d'approchant, et là, on était sur le sol de l'extérieur, donc qui n'avait pas été préparé du tout, en fait, c'est ça, hein? Alors, exactement, oui, on voit bien qu'il y a un sol préparé à l'intérieur de la nef romane, c'est très net, il y a quelque chose de vraiment qui se différencie du sol contextuel, et là, effectivement, passé l'anomalie linéaire, on a un sol d'une nature différente, qui lui aussi reçoit une préparation au XVIe siècle pour l'installation de la nef gothique. Et par contre, on s'était dit qu'on pouvait
pouvait chercher peut-être la trace des fondations du mur pignon, on avait même espéré identifier son épaisseur par exemple. Ça par contre on n'a pas vu ça, on a juste vu une différence de sol en fait. Hein, oui, ça. Exactement. Le géoradar en fait permet pas d'atteindre ce niveau de précision. Là pour le coup il faudrait une fouille. Par contre le géoradar nous a permis d'identifier le secteur où on a l'anomalie qui semble correspondre à ce qu'on cherche. Évidemment pour connaître l'épaisseur ou la nature du mur, il faudrait faire une fouille archéologique en bonne et due forme. Et on peut penser que les substructions existent malgré la construction gothique. C'est ce que les données souterraines nous laissent à penser. Oui. Alors la troisième question, c'était la présence ou non, assez probable malgré tout avec ce qu'on voit derrière nous, des bas-côtés, de collatéraux sur l'édifice roman, et qui donc auraient été de toute façon supprimés puisqu'il n'y a plus rien. Donc la question est simple, est-ce qu'il y avait à l'origine des collatéraux sur cette église, oui ou non? Alors oui, tout simplement. C'était, comme vous le dites, pas très douteux à la base qu'il y ait des collatéraux. Ça semblait assez crédible. Même si c'est une petite église rurale. Absolument, oui. Oui, ce qui marque quand même la petite spécificité de Sahur, c'est quand même pas fréquent de tomber sur ce genre de configuration. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque romane, on connaît des plans comme les églises de pèlerinage, des choses comme ça, où on a justement des collatéraux, mais c'est toujours des églises où on sait qu'on va accueillir énormément de monde. Oui. Il y a par exemple le corps d'un saint, des reliques, où on est sur les chemins de Saint-Jacques par exemple, oui. Et là on a des plans vraiment développés. Ici, donc on a une disposition ambitieuse finalement. Oui, parce que les exemples locaux qu'on peut donner, ça va être l'église abbatiale de la Croix-Saint-Leufroy, ça va être l'église abbatiale de Bernay. Donc à chaque fois, en fait, on a des édifices de grande ampleur et de grande importance. Ici, on a affaire à une église paroissiale, donc finalement avec un programme assez ambitieux, tout à fait. Et donc du coup, pour la question de ces collatéraux, le géoradar a confirmé ce que l'étude de Bâti avait déjà partiellement confirmé. Donc on a bien eu une période où les arcs étaient ouverts, et où en fait on pouvait circuler de la nef vers des collatéraux. L'étude de Bâti a permis de déterminer que les collatéraux disparaissent à des périodes différentes. Le collatéral nord en fait disparaît le premier manifestement. Il est remplacé par une série de contreforts qui viennent renforcer la face nord de l'église. Donc ça c'est sur l'autre façade de l'église. Oui. Le pivot c'est la construction de la nef gothique, donc dans les années 1515-1520. Oui. Donc on peut considérer qu'avant 1515-1520 le collatéral nord a disparu. Oui. Le collatéral sud en revanche persiste après cette date. Donc c'est vraiment la nef gothique qui fait la transition entre les... Une période de très gros travaux en fait, oui. sur l'église. Oui. En revanche du côté sud, le collatéral a persisté un peu plus longtemps, peut-être pas dans son intégralité. Il a peut-être été conservé uniquement sur les arcades qui se trouvent de votre côté du contrefort. Les deux qui sont là-bas ? Exactement. Ce qui explique vraisemblablement la raison pour laquelle on a peu de contreforts, on n'en a qu'un seul qui est ici, on a peu de contreforts sur cette face, parce que vraisemblablement il n'y a pas eu besoin d'en rajouter comme au nord, dans la mesure où le collatéral a contrebuté la poussée de l'église de ce côté-ci pendant un certain temps. Oui, parce qu'en fait, c'est comme les arcs-boutants à la période gothique, quand on a tribune, collatérale, etc., tout ça en fait vient comprimer de chaque côté la nef, de façon à contenir les poussées qui proviennent alors soit d'une voûte, ici on a une voûte peut-être plutôt en bois, oui. Mais ou une charpente, de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on pose dessus appuie et a tendance à faire écarter les murs. Donc on met des collatéraux, des tribunes, etc., tout ce qu'on veut quand on a besoin d'espace. Quand on n'a pas nécessairement besoin d'espace, on va opter plutôt pour des contreforts qui viennent appuyer de la même manière. Exactement. Donc c'est pour ça en fait qu'on n'a plus qu'un contrefort, puisque vous nous expliquez que le collatéral a subsisté plus longtemps, oui. Et donc il continuait à appuyer. Exactement, il a vraisemblablement subsisté, peut-être de façon synchrone avec la nef gothique étendue, et à une époque malheureusement indéterminée pour le moment, il a disparu, et donc on a ressenti le besoin quand même d'installer un contrefort pour pouvoir compenser sa disparition. Très vraisemblablement à une période située entre le XVIIe et peut-être le XIXe siècle, quelque part par là. Donc là, on est sur
On est sur un passage qui se trouve à l'extérieur de l'église. Et pour le coup, lui aussi nous montre en fait la présence d'anomalies linéaires qui s'étendent à peu près jusque, comme vous voyez, jusque dans l'axe en fait approximatif des anomalies intérieures. Donc ce qui semble assez cohérent avec l'idée qu'on a peut-être des murs qui rayonnent en fait perpendiculairement à la nef principale et qui correspondent vraisemblablement au soubassement en fait des collatéraux qu'on avait au nord et au sud. Donc finalement, la mission initiale est remplie. On se posait la question de savoir si les collatéraux avaient une réalité ou si les arcs si les arcs avaient été ouverts un jour ou s'il y avait quelque chose. La réponse est oui, clairement. L'étude de bâti démontre que les arcs étaient ouverts et l'étude géophysique nous laisse à penser qu'on a effectivement les substructions de part et d'autre de collatéraux disparus. La quatrième question à laquelle on s'était proposé de répondre concernait les tombes. On sait, grâce aux archives, notamment au XVIIIe siècle, que plusieurs des seigneurs de Sahur sont dits inhumés dans le chœur de l'église. Ce qui veut dire non pas seulement la célébration, mais aussi leur lieu de sépulture, en général, quand on trouve ça dans les archives. On a également, on avait vu un petit peu derrière nous une dalle funéraire, qui est assez illisible, mais on a un premier faisceau d'indices qui nous indique qu'effectivement, il pourrait y avoir ces sépultures-là. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on essaye de se faire enterrer dans les églises ? Une église, quand elle est consacrée, théologiquement, elle devient un lieu saint. C'est même pas un lieu sacré, en fait, théologiquement, il est saint. Et dans une église, le lieu le plus saint qui soit, c'est l'autel. Après sa consécration, il y a des reliques à l'intérieur d'un autel. Donc déjà, on a la présence d'un saint, quel qu'il soit. C'est déjà intéressant d'être enterré auprès d'un saint, puisqu'on peut bénéficier, comme par contagion, un petit peu de sa sainteté. Mais l'autel lui-même, une fois qu'il est consacré, il y a un adage qui dit « l'autel, c'est le Christ ». Donc si vous êtes enterré auprès de l'autel, vous êtes enterré auprès du Christ lui-même, et vous pouvez espérer bénéficier, comme le bon larron sur la croix, d'être à côté de Jésus et d'entrer au paradis comme il l'a promis. Donc le Seigneur, usant de son droit de patronage sur l'Église, qui lui permet de faire beaucoup de choses quand même, dans l'Église, à poser sa litre, etc., eh bien il en profite aussi pour bénéficier du droit d'inhumation. Et donc il va essayer de se faire enterrer toujours au plus près de l'autel. Alors l'autel était dans le fond, bien sûr, on ne parle pas de ce petit autel qui se trouve là. Et donc il se faisait enterrer dans le chœur, au même endroit que se tiennent les prêtres quand ils célèbrent la messe. Donc on a les mentions dans les archives, on a cette dalle funéraire un peu plus loin. Bon, par contre, la prospection au géoradar présente un résultat un peu mitigé, mais quand même favorable. Oui, mitigé, c'est un euphémisme, effectivement. En fait, on a une petite réponse qui semble cohérente avec l'idée qu'on ait un caveau funéraire à cet endroit. Par contre, la méthode n'était pas adaptée pour une prospection dans un espace aussi exigu. On a vu toute la difficulté qu'on a eu à passer le géoradar ici avec l'estrade. C'est ça, donc on voit mieux les murs que cette petite sépulture. Toutefois, effectivement, on peut penser raisonnablement que c'est là. Ouais, en tout cas, on a vu quelque chose. Oui. Mais en fait, il n'y a pas que dans le chœur qu'on peut se faire inhumer dans une église ou autour, et le géoradar nous a permis de repérer ce qui semble être deux autres sépultures, en fait. Effectivement, sur la façade sud de l'église, au plus près du mur, on a détecté sur l'emplacement de l'ancien collatéral, effectivement, deux échos qui s'apparentent à des sépultures, tant au niveau de la dimension qu'au niveau de l'orientation. On a des échos linéaires, orientés est-ouest, d'à peu près 2 mètres de long, donc on pense qu'on a affaire à des sépultures, effectivement. Donc on est passé dehors, côté sud. Les deux tombes, ce que l'on suppose être très certainement deux sépultures, oui, se trouvent de chaque côté du contrefort qu'on voit derrière nous. Exactement. Oui. Le long du mur, en fait, c'est ça. Oui. C'est alors légèrement, on va dire 50 cm en avant du mur à peu près. On a à peu près dans l'axe de la face du contrefort, effectivement, de part et d'autre, deux échos qui s'apparentent probablement à des sépultures anciennes. Oui. Alors bien entendu, comme pour tout le reste, on est sur de la prospection de surface sans fouille. On ne peut donc pas dater évidemment ces sépultures-là. Non. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Il y a 3 hypothèses.
Donc ces sépultures, soit elles ont été installées après la démolition du collatéral sud, soit elles ont été installées à une époque où le collatéral existait encore, donc à l'intérieur du sol du collatéral. Donc les gens auraient été enterrés dans l'église en fait. Exactement. Soit en fait elles sont encore plus anciennes que l'église, et donc on peut très bien avoir affaire à des sépultures qui sont là avant l'installation de la partie 11e siècle et du collatéral. Oui, parce qu'il est fréquent en fait que les églises remplacent des lieux de culte païens en fait anciens qui ont été christianisés. D'ailleurs ici c'est même très certain en fait, puisque on a des découvertes archéologiques qui montrent une présence avant que l'église ne soit construite. Oui, et puis ça serait pas la première fois où on trouverait des sépultures carolingiennes ou mérovingiennes sous un édifice de culte roman. Ça serait pas étonnant. Dans l'hypothèse où ces sépultures auraient été mises en place après la démolition du collatéral, ça veut dire que les gens ont été enterrés en fait dans le cimetière, comme on voit aujourd'hui, hein, là on est au milieu des tombes, au-delà de l'espace à peu près des collatéraux, et les gens auraient été à ce moment-là enterrés au pied du mur. Alors ça c'est assez intéressant, c'est une tradition très ancienne, on sait qu'elle remonte probablement au Moyen-Âge, on a des attestations écrites en tout cas à partir du 7e siècle, mais qui s'est poursuivie puisqu'on voit qu'on a juste ici, là derrière nous, cette colonne qui est une tombe, complètement contre le mur là, hein, pour le coup, et celle-là elle doit être du 19e siècle. Elle est du 19e siècle, ouais. Oui. Alors en fait, ce qui est intéressant avec cette tradition de se faire enterrer au pied du mur, c'est pas pour être au pied du mur, c'est en fait pour être sous la gouttière. En latin, on appelle ça sub stillicidio. Et en fait, le but, c'est de récupérer l'eau de pluie qui vient du toit de l'église. En fait, quand on est enterré, on est en terre, mais on reçoit l'eau, évidemment, qui coule de l'église et qui s'infiltre. Et comme je le disais tout à l'heure, l'église étant un lieu saint, l'eau qui ruisselle du toit est considérée comme étant sanctifiée. Et donc si elle vient couler ensuite sur le corps du défunt, eh bien elle va le sanctifier, et donc ça lui donne d'autant plus de chances d'entrer au paradis, encore une fois, s'il ne pouvait pas être enterré auprès de l'autel, comme on l'a dit. Donc ça c'est intéressant, et d'ailleurs c'est une façon de mettre les morts dehors aussi, parce qu'on a vu que les seigneurs profitaient de leurs privilèges pour se faire enterrer à l'intérieur, les évêques aussi hein, le font dans leur cathédrale, mais il y a eu une réforme qui a voulu mettre fin à ça, puisqu'il y avait trop de tombes dans les églises. Exactement, oui, c'est la fameuse réforme grégorienne qui vise, à la fin du Haut Moyen-Âge, si ma mémoire est bonne, qui vise justement à éviter cet encombrement des lieux de culte avec les sépultures, et qui tend à interdire l'inhumation à l'intérieur du lieu de culte, sachant que cette réforme sera très largement ignorée dans toute la chrétienté encore jusqu'à nos jours. Tout à fait. Donc du coup, l'idée de dire que si vous êtes au pied du mur, bon déjà vous n'êtes pas très loin du lieu saint, mais en plus vous récupérez de l'eau sanctifiée, ça vous permet d'accepter de ne pas être enterré dans l'église. Et ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que on sait qu'avant le XIIIe siècle, lors de la cérémonie des funérailles, il n'y avait pas d'aspersion du corps du défunt. Et donc, le fait d'être enterré sous l'eau de pluie sainte permet de compenser un peu ce manque-là. Et d'ailleurs, on peut se dire que c'est très certainement avec cette pratique d'être enterré sous la gouttière qu'on a eu l'idée ensuite de mettre en place l'aspersion du défunt à partir du XIIIe siècle, voyant que les fidèles en avaient besoin en fait. Exactement, et le clergé adapte probablement sa liturgie en fonction des demandes des fidèles. Oui, parce que la liturgie s'adapte constamment hein, au cours des siècles, on le voit bien dans les aménagements des églises. Hein, en fait. Exactement, oui. Bon, on a vu qu'on avait finalement pu répondre à nos 4 questions. Le contrat est globalement rempli hein, de cette mission. On peut le dire. On peut résumer peut-être un petit peu maintenant la chronologie de ce bâtiment pour fixer un petit peu les choses, maintenant que tout est bien connu. Oui, dans les grandes lignes, en fait, on a un édifice roman de l'an 1000, 11e siècle, donc qui correspond à la nef qu'on a vue, qui est étendu au 12e siècle avec un chevet plus élaboré. Avant 1515-1520, le collatéral nord disparaît. Dans les années 1515-1520, la nef gothique est mise en place. Le collatéral sud disparaît après ça. Et finalement,
on va dire au cours du 19e et du 20e siècle, l'église prend l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà. Avec les gros travaux qu'on a déjà évoqués dans le chœur notamment, et la construction de la sacristie, mais Tout à fait. voilà, pour lui donner son aspect actuel. Aspect d'ailleurs qui est intéressant au niveau de la décoration intérieure, puisqu'en fait actuellement, telle qu'on la voit, elle est dans son état 19e. En Oui. fait. Oui, oui. Merci de votre attention, j'espère que ce premier reportage de terrain vous a plu, que découvrir les métiers du patrimoine vous a intéressé autant que toutes ces découvertes passionnent tous les intervenants du projet. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter ou même partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis. Je vous donne rendez-vous à d'autres étapes de ce même projet pour découvrir les phases de projet de travaux, puis le chantier lui-même quand il sera lancé. Et je vous donne rendez-vous aussi sur NB Patrimoine Historique pour d'autres contenus patrimoniaux sur d'autres sujets tout aussi passionnants.